Dis bonjour au premier vaisseau spatial réutilisable du monde, la navette spatiale américaine. Salut, nous allons examiner cette chose qui ressemblait à un avion et qui transportait autrefois les astronautes, leur équipement et tout ce qu'ils emportaient dans l'espace. C'est toujours la machine la plus compliquée jamais construite par l'homme. Remontons dans le temps jusqu'à Cap Canaveral, en Floride. Nous sommes le 8 juin 2007, ici au centre spatial John Fitzgerald Kennedy. Nous suivrons l'une des navettes spatiales dans sa mission pour mieux comprendre son fonctionnement. Voici Atlantis. On dirait un avion attaché à une structure étrange. Un énorme réservoir et 2 fusées. Que tout le monde s'attache. 3, 2, 1, on démarre. 5 moteurs s'allument et c'est parti. Les 2 fusées latérales, les propulseurs d'appoint à poudre, Solid Rocket Boosters, font le gros du travail pendant le lancement. Dans les 2 premières minutes, ils soulèvent toute la structure, y compris la partie qui ressemble à un avion, appelé orbiter, de la plateforme de lancement. En route vers le haut, l'ensemble doit atteindre une première altitude d'environ 45 km. C'est comme si tu faisais 112 fois le tour de la piste de ton lycée. Lorsqu'ils arrivent à leur destination et que leur travail est terminé, les boosters se détachent et reviennent en parachute vers la Terre. Plus tard, ils seront récupérés et remis à neuf pour être utilisés lors de futures missions. C'est la partie la plus stressante du vol. Les astronautes sont enfoncés dans leur siège et regardent les nuages passer. C'est à ce moment précis qu'ils ressentent une force G d'environ 3. Cela semble intense, en fait, c'est moins de G que ce que les pilotes ressentent normalement lorsqu'ils font une boucle en l'air. Ce n'est pas vraiment un problème pour les astronautes bien entraînés. Maintenant, les 3 moteurs principaux de l'orbiteur prennent en charge le reste du travail. Ils doivent le propulser encore plus loin dans l'espace. Cette poussée finale ne dure que 6 minutes environ. Ce sont ces moteurs qui brûlent le carburant de cet énorme réservoir orange. Ils l'aident à atteindre une vitesse de 7,8 km par seconde. Cela fait 70 terrains de football. Clac, en un clin d'œil. Cela fait donc environ 8,5 minutes depuis le décollage et la navette est à 113 km. Le réservoir orange n'a plus de carburant, alors il se détache. Il retombe sur Terre et se consume dans l'atmosphère. Ciao. D'ailleurs, tous ces détachements se font à l'aide de boulons explosifs. C'est un truc très technique, mais en gros, quand quelque chose se détache de la navette, il y a des grosses explosions spatiales mais très contrôlées. Oh. Ok, le but d'Atlantis est l'orbite. Mais nous sommes encore un peu trop bas. C'est l'heure du dernier étage pour les moteurs. Le système de manœuvre orbital, Orbital Maneuvering System. 2 petits moteurs à côté des moteurs principaux servent à faire la poussée finale et nous voilà arrivés. La navette spatiale est enfin en orbite autour de la Terre. Elle se déplace à une vitesse d'environ 28 000 km/h et fait le tour de notre planète toutes les 90 minutes. Maintenant, Atlantis, comme une huître, ouvre sa coquille pour livrer sa perle, le chargement. Alors, de combien parlons-nous ici? C'est environ le poids de 2 bus scolaires. C'est beaucoup d'équipements de recherche, de satellites et tout ce dont ils ont besoin. Ce qui est cool, c'est que la navette est en orbite à l'envers et à reculons. Pourquoi? Eh bien, voler à l'envers aide à garder les astronautes plus en sécurité au cas où il y aurait des débris spatiaux sur leur trajectoire. À l'envers, la navette peut utiliser cette huile thermique pour la protéger de la chaleur du soleil et cela aide aussi à protéger la cargaison qu'elle a à livrer. Bon, le chargement a été livré et il est temps de rentrer sur Terre. Le système de manœuvre orbitale se remet en marche. Alors que la navette continue à reculer, les moteurs ralentissent l'orbiteur à la bonne vitesse pour sortir de l'orbite et retourner sur Terre. Maintenant, nos astronautes ont un trajet un peu mouvementé. Cette étape s'appelle la rentrée. La navette fait demi-tour et commence à entrer dans l'atmosphère terrestre. La friction de l'air chauffe le bas de la navette jusqu'à 1650 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave, presque 2 fois plus chaud, ne pas toucher. À cet instant, les astronautes subissent une force G d'environ 1,5. C'est à peu près ce que tu ressens dans ton estomac juste au moment où tu décolles dans un avion normal. Une fois que se termine la rentrée dans l'atmosphère, la navette ralentit sa vitesse et se prépare à atterrir. L'atterrissage lui-même est pareil à celui d'un avion ordinaire, enfin presque le même. Les astronautes ont appelé l'orbiteur la brique volante. Cela signifie qu'il n'y a pas de puissance moteur et qu'ils planent jusqu'à la base pour leur seule et unique chance d'atterrir en toute sécurité. Lorsqu'ils atteignent 500 mètres, ils libèrent le train d'atterrissage. C'est une réussite. La navette se pose sur la piste à une vitesse d'environ 300 km/h. Les avions réguliers atterrissent à environ 240 km/h. La navette va beaucoup trop vite pour freiner, alors pour ralentir, elle déploie un gros parachute et roule jusqu'à l'arrêt. La navette est de retour sur Terre, mission terminée.
Tu as peut-être vu des photos de l'orbiteur en train de faire une promenade sur un Boeing 747. C'est ainsi qu'il transportait l'orbiteur du site d'atterrissage à la rampe de lancement ou à d'autres endroits si nécessaire. Au total, 6 navettes spatiales ont été construites. La première s'appelait l'Enterprise, en hommage aux fans de Star Trek. Elle n'a jamais volé dans l'espace, mais a été utilisée pour faire des tests ici sur Terre. La navette qui a effectué le plus grand nombre de missions a été baptisée Discovery. Elle est allée 39 fois dans l'espace. C'est Discovery qui a mis en orbite le télescope Hubble, le télescope qui a confirmé l'existence de trous noirs au centre de certaines galaxies. La dernière mission de la navette spatiale américaine a été effectuée par Atlantis. Son premier vol a eu lieu en 1985, son dernier en 2011. Si tu veux en voir un de près, tu peux aller dans différents musées des États-Unis. Pour l'instant, faisons une visite virtuelle rapide. Les navettes font la longueur de 2 wagons de métro et leur envergure est à peine inférieure à celle d'un avion commercial. Maintenant, regarde le nez de la navette. Tu vois tous ces trous ? Ce sont des propulseurs. Quand les astronautes voulaient manœuvrer dans l'espace, ils utilisaient ceci. Il y a d'autres propulseurs dans la queue de la navette. Juste derrière le nez, il y a le compartiment de l'équipage. C'est là que les astronautes passaient la plupart de leur temps. En moyenne, une mission comptait 7 astronautes. Quel est à ton avis leur passe-temps préféré là-haut ? La cabine principale se compose de 3 niveaux. Le pont d'envol. C'est là que les commandants et les pilotes sont assis devant une vue de panneaux de contrôle et d'interrupteurs, comme dans un avion. Ensuite, il y a le pont intermédiaire. C'est là que l'équipage mange, dort et travaille. Il y a une cuisine et des toilettes. Regarde comment sont organisés les couchages. 3 spots horizontaux et 2 verticaux. Il n'y a pas de gravité dans l'espace, donc peu importe si tu dors sur le côté, à la verticale, en diagonale. Tout est pareil. Des toilettes sans gravité, ça doit être intéressant. Le pont intérieur est prévu pour les équipements. Il y a un espace de stockage pour l'eau, les déchets et d'autres équipements pour, faire des trucs dans l'espace. Cette cabine à 3 niveaux est la seule partie hermétique de la navette. Si tu veux aller ailleurs, il te faut une combinaison spatiale. La navette est noire en dessous car elle possède une protection thermique. Elle est constituée de 27 000 tuiles collées à la main qui la protègent des hautes températures lors de la rentrée. Voyons maintenant la soute de la navette. Cette partie ne peut s'ouvrir que lorsque la navette est en orbite. Ces écoutilles servaient de radiateurs pour évacuer la chaleur excessive. Les navettes transportaient généralement des satellites, des modules ou des équipements et des provisions pour la SSI, la Station Spatiale Internationale. Certaines des navettes étaient équipées de modules de recherche comme Atlantis. Elle était reliée par un sas au pont central de la cabine principale. Imagine que tu flottes dans un tuyau jusqu'à ce compartiment supplémentaire, tout cela au nom de la science. Quelle est une des parties les plus cool de la navette ? Sans aucun doute, le bras canadien. Pourquoi ? Parce que c'est un bras robotique géant de l'espace. Il a été construit au Canada, Le bras était commandé depuis le poste de pilotage et servait pour décharger les cargaisons et parfois même pour déplacer les astronautes dans l'espace. Le programme de la navette spatiale américaine a joué un rôle très important dans la construction de la Station Spatiale Internationale. Il a permis de transporter certains des modules dans l'espace et a même contribué à leur installation sur la station spatiale. Plus tard, les navettes ont eu un sas modifié qui leur a permis de s'amarrer directement à la station spatiale. Les astronautes pouvaient flotter directement de leur vaisseau à la SSI. L'ensemble du programme des navettes spatiales a coûté environ 200 milliards de dollars. C'est comme acheter le plus gros diamant du monde 100 fois plus. À titre de comparaison, l'objet de fabrication humaine le plus cher au monde est la Station Spatiale Internationale estimée à environ 150 milliards de dollars. Tu veux aller faire un tour dans l'espace ? Eh bien bientôt, tu n'auras plus besoin de suivre une formation d'astronaute. Tu pourras réserver un vol sur un vaisseau spatial privé. En orbite, vers la Lune, vers Mars ? Qui sait où nous pourrons aller ?